Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui avec Tomelk. Bonjour à tout le monde. Aurore. Coucou. Et Lovla. Salut. T'as été trop tôt. Oui, pardon. Et je vous propose qu'on pose directement notre question d'intro à ce sujet sur l'odorat et le goût qui est... Quelle odeur associez-vous systématiquement à un souvenir ? Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Les gels douche. Chaque période de ma vie, elle est associée à une odeur de gel douche. Et donc, le petit Marseillais à la pêche, là, pêche nectarine, c'est vraiment collège-lycée. Et donc, il sent très bon. Mais l'odeur me traumatise un peu. Trop drôle. Bah moi, spontanément, j'ai pensé à l'odeur de l'herbe mouillée qui me rappelle à tous ces moments où je jouais au foot dans le jardin de mes parents, de mes grands-parents, au stade de foot, avec des copains ou des cousins, cousines. Voilà, c'est l'herbe mouillée sur le ballon. Trop bien. Bon, moi, je vous mens parce que je pense que j'aurais pu faire une meilleure réponse, mais j'avais juste envie de mettre en avant mes racines finlandaises. Donc, je vais dire l'odeur de la cardamome, qui est une épice qui est beaucoup utilisée en Inde, mais aussi beaucoup en Finlande. Et du coup, c'est une épice qu'on ne sent pas régulièrement parce qu'elle n'est pas très utilisée dans la cuisine française. Et du coup, quand je la sens, ça me rappelle vraiment la cuisine familiale et ma mère qui fait des roulés à la cannelle finlandais. En Finlande, on dit des korvapusti. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment ce côté un peu idyllique de la petite famille avec la maman qui fait des petites pâtisseries finlandaises, voilà. Et alors moi, c'est un peu bizarre, mais quand j'étais enfant, j'habitais dans un lotissement où juste à côté, il y avait une maison de retraite et certains matins, ça sentait les lentilles qu'on cuit. Vous savez, je sais pas, c'est une odeur très spécifique, je pense, qui est beaucoup mangée dans les restaurations collectives. Et du coup, il y a pas longtemps, je me promenais justement à côté d'une maison de retraite un matin et j'ai ressenti cette odeur et ça m'a ramené directement à ce matin où je pars à l'école et où je sens l'odeur à côté de chez moi, quoi. C'était vraiment, ça m'a frappée. Ouais. Mais moi, il y a vraiment des endroits, je m'en rappelle aussi par leur odeur. Je sais que chez des amis d'enfance, je me rappelle encore, j'ai une image de l'odeur, c'est bizarre, mais Ouais. je me rappelle l'odeur, quoi, ou dans des salles de sport où j'ai été, ou quoi. Enfin, il y a des lieux qui ont vraiment des odeurs particulières où j'ai encore des souvenirs olfactifs associés, quoi. Mais on va en parler des souvenirs olfactifs puisque je vais introduire ce sujet. Donc, avec cet épisode, on termine notre fil rouge de cette deuxième saison du Bisoudrome sur les sens. On a fait le toucher, l'ouïe, et maintenant on fait odorat et goût en même temps. Vous n'aurez pas d'épisode sur la vue, mais je vous conseille, enfin peut-être, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je vous conseille déjà d'aller écouter Love is Blind, qui est un épisode de la première saison, où on parlait beaucoup de l'importance ou non de ce sens dans nos rencontres amoureuses, donc où on a déjà en partie traité du sujet de la vue. Voilà, je trouve que c'est un thème parfait en ce mois de novembre où on commence doucement à se mettre dans l'esprit de Noël et qui réveille en nous plein de souvenirs olfactifs et gustatifs. Et ayant moi-même grandi en Alsace, Noël a vraiment une saveur particulière avec des souvenirs d'enfants remplis d'odeurs de vin chaud, de cannelle, d'épluchures de clémentine, de choses très précises comme la confiture séchée et le sucre glace qui recouvre mes bredele préférés. Donc, c'est les petits gâteaux de Noël, c'est le nom alsacien pour les petits gâteaux de Noël. Et les neurosciences nous apprennent, et on en parlait dans la première question introductive, que l'odorat est directement lié au système limbique, la partie de notre cerveau responsable des émotions et des souvenirs. Et ça touche aussi au goût parce que le goût est lui-même très lié à l'odorat pour faire ce qu'on appelle la saveur d'un aliment. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vraiment peut venir se fixer fortement dans nos mémoires. Et je trouve que l'expression Madeleine de Proust, qui est d'ailleurs une de nos jiggles, de nos rubriques possibles, même si on ne l'a pas fait depuis longtemps, est très à propos parce qu'il y a vraiment cette idée de saveur et de lien à la mémoire avec l'odorat.
Et l'odorat se contente pas de raviver nos souvenirs, il a aussi un rôle central dans nos relations amoureuses, pour en venir plus à un de nos sujets. Et j'ai cette image de pop culture là qui me traverse de la copine qui garde le t-shirt de son mec pour le sentir le soir pour combler son absence. Voilà. Et vous savez que des études ont montré que nos préférences en termes d'odeur peuvent être influencées par des facteurs biologiques, les phéromones, qui nous pousseraient à trouver des partenaires qui soient biologiquement les plus adaptés, compatibles pour faire les meilleurs enfants. Donc voilà, ça joue un rôle dans nos relations. Et pourtant, il y a aussi une énorme pression sociale pour gommer nos odeurs naturelles et les remplacer ou les gommer ou les conformer à un standard par des déodorants, des parfums, même des soins intimes parfumés. Et du coup, il y a un peu cette ambivalence sur le rapport, le lien qu'on a avec les odeurs, et en même temps, par rapport à nous, le fait de devoir se conformer à une norme. Et je suis d'ailleurs la première à avoir été complexée par mes odeurs corporelles, de me demander, surtout ado et jeune adulte, est-ce que c'est normal ou non, comment savoir, ce qui a pu entraver aussi ma sexualité, notamment dans toutes les pratiques orales, où en fait ces sens de l'odorat et du goût jouent un rôle majeur. Donc voilà, je vous ai fait un petit pot pourri pour continuer sur l'odorat de sujets, de portes d'entrée pour discuter de ces sens. Et en cette période de Noël, du coup riche en saveurs et en senteurs, je me dis que c'est peut-être l'occasion de se reconnecter avec ces sens et de réfléchir à la manière dont ils peuvent nous permettre de se connecter à soi et aux autres. Voilà. Trop bien. Un beau programme. Mais de toute manière, j'adore cette série sur l'essence. Je trouve qu'elle est un peu sous-cotée, alors que c'est vraiment une porte d'entrée trop cool pour parler de plein de sujets. Mais je vous propose qu'on commence avec toi, Lovela, sur ta première partie. Tu vas raconter ça, Qui veut raconter sa vie? Oui. Alors moi, je vais vous parler d'olfactothérapie ou aromathérapie. Allez, on a compris. Aromatothérapie. Aromathérapie. Aromathérapie. Voilà. Bon, il y a beaucoup de consonnes. Du coup, je vais vous parler de ça. En fait, il y a quelques années, j'ai été voir une naturopathe parce que j'avais des problèmes de ventre qui étaient assez invalidants. Et du coup, ma médecin m'avait dit « Ah, vous avez juste syndrome du côlon irritable et il n'y a rien à faire ». Et j'étais là, mais ça me convient pas comme réponse, il y a rien à faire parce que c'est vraiment pénible en fait d'avoir mal au ventre souvent et voilà. Et en fait, la naturopathe, elle m'a directement, elle m'a donné des conseils, etc. Et elle m'a dit, mais je pense qu'il y a une partie de vos problèmes d'estomac, de ventre, etc. qui sont liés à votre anxiété. Donc parlons de votre anxiété. Et par rapport à cette anxiété, elle m'a proposé d'acheter de l'huile essentielle de petits grains. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout, mais je prends des notes. et de sentir ça, en gros, quand je suis stressée, de faire des respirations avec cette huile essentielle de petits grains. Donc, j'ai cherché, pour pas vous raconter des bêtises, il n'y a pas de lien scientifique qui fait concorder l'utilisation d'huile essentielle et la baisse du stress. Mais bon, moi, j'aime bien l'odeur du petit grain. Des fois, je la sens avant d'aller me coucher, ça fait pas de mal. Voilà. Et du coup, cette histoire, ça m'a fait penser à quand j'étais enfant. J'étais déjà anxieuse. C'est fou. Ce n'est pas né avec l'âge adulte, mais voilà. Et il y avait un truc que j'aimais pas du tout, c'était aller au centre aéré. Et en même temps, mes parents, ils n'avaient pas le choix que de m'y mettre parce que pour me garder pendant les vacances scolaires, voilà. Donc j'allais au centre aéré. Juste avant qu'ils découvrent qu'en fait, les colos, c'était beaucoup mieux pour moi et j'en ai fait plein ensuite. Mais donc avant ça, j'allais au centre aéré et comme j'avais pas envie d'y aller, des fois je m'inventais des maladies imaginaires et ma mère avait bien compris que c'était juste parce que cette situation ne me convenait pas et donc elle cherchait des moyens pour me rassurer pour quand même que j'y aille quoi. Donc elle m'avait acheté une petite peluche tigre parce que je crois que c'est son signe chinois, je crois, le tigre, enfin bref. Donc une petite peluche tigre qu'elle avait appelée Pat parce que c'est le diminutif de son prénom et elle mettait son parfum qui est un parfum qui s'appelle Voleur de Rose et qui est encore commercialisé chez l'Artisan Parfumeur, qui est un parfumier de niche, d'après Internet. Oui, et assez unisexe, on pourra en reparler. Et oui, dans ma et justement, rubrique à la fin. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec ma mère et elle m'a dit
que ce parfum, voleur de roses, était particulièrement vendu à des hommes, plus à des hommes qu'à des femmes. Et quand j'ai regardé un peu sur Internet, justement, ils disaient... comment ? Parce que c'est voleur. Parce que c'est des voleurs. Non, mais parce que c'est des voleurs, parce que c'est le nom, je sais pas, un voleur. Non, c'est Voleur de roses. non, c'est C'est pas parce que je voleuse. crois que une des notes, je sais plus exactement laquelle, il y a du patchouli. Ah oui, Que souvent, le patchouli, c'est plutôt une C'est- odeur qui est musquée, donc qui Oui. est associée aux hommes. Et bon, bref. verte. On en parlera. Une odeur verte, non ? Une odeur verte. On en parlera dans ma rubrique. ne faites pas tout là-dessus. Bref, donc elle le mettait sur la peluche et elle me disait si à un moment de la journée tu te sens pas bien, tu sors la peluche et tu la sens et tu sais que je suis avec toi. Pourquoi on n'a pas tous eu ta maman ? C'est trop mignon. Et du coup, en fait, je trouve ça intéressant parce que du coup, je me rappelle hyper bien de ça et je pense qu'on a tous des souvenirs liés à l'odorat, alors que donc dans un épisode de 42, je sais pas si vous connaissez sur Arte, c'est une émission pour en gros, qui pose des questions larges et ils essayent de creuser avec différents scientifiques. Et ils disent en introduction de l'épisode sur l'odorat que quand on pose la question aux gens de quel sens vous seriez prêt à perdre, la majorité des gens répondent l'odorat. Enfin, c'est vraiment le premier que les gens veulent bien perdre. Oui, c'est vraiment le sens le plus sous-coté, quoi. Enfin. Ouais, carrément. Alors qu'en plus, ce que tu disais par rapport au goût, c'est trop... Enfin, ils en parlent aussi dans l'épisode. En fait, si on n'avait pas l'odorat, les seules choses qu'on sentirait juste avec nos papilles, c'est le sucré, le salé, l'acide, la mer et l'umami. Et en fait, c'est tout. C'est-à-dire que le chocolat, ce serait juste sucré, quoi. Enfin, c'est pas du tout intéressant, quoi. Et ça aurait une texture, quoi. Mais oui, c'est ça. Il y a du toucher, il y a... ouais. Et il y a même à peu près un quart des personnes interrogées dans cette même étude qui préféraient perdre l'odorat que leur smartphone. Oh. Mais vous êtes fous, en fait. Ça va pas. Ah ouais, c'est complètement... ouais, on arrive dans d'autres débats, là. Et tant que t'as pas complètement perdu l'odorat, tu te rends pas compte. Moi, j'ai eu le Covid, et là, pour le coup, vraiment, enfin, c'est déjà arrivé d'être enrhumé et de dire, oh, je sens pas bien. Mais alors là, pour le coup, vraiment, t'as... en bouche, t'as rien. De la texture, mais t'as pas de... C'est vrai que c'est rare de faire l'expérience de vraiment plus rien sentir et de se rendre compte à qu'est-ce que ça fait, quoi. Alors qu'en plus, pour le coup, l'odorat, il joue un rôle super important dans nos vies. Par exemple, toi, t'as du gaz chez toi. Tu peux pas sentir le gaz, t'es en danger immédiatement. Enfin, il y a plein où tu peux manger des choses qui sont moisies. Enfin, en fait, le moisi, typiquement. Ouais. Le moisi, c'est un vrai enjeu, et je sais qu'il y a des personnes qui ont du coup pas ces sens et que c'est un handicap, quoi, et que du coup, ça a un vrai enjeu sur déjà s'assurer, même si on en parlera des odeurs corporelles, mais que peut-être on est quand même sociablement acceptable ou quoi. Et surtout le côté pas manger de la nourriture pourrie et tout, c'est un vrai enjeu que j'avais lu de témoignages de personnes, je sais pas comment on appelle ce handicap, mais qui n'ont pas... anosmique. Agusique, c'est plus de goût, et anosmique, c'est plus le... Et il y a beaucoup de gens qui font des dépressions après avoir perdu l'odorat. Ce sens, oui. Des accidents. En fait, les nerfs olfactifs, ils passent par un os qui s'appelle la lame criblée de l'ethmoïde. Donc, c'est un os avec plein de petits trous. Elle nous fait des jolies images que vous ne voyez pas. Et elle ne parle pas dans son micro. Et dans certains accidents, je crois, de voiture, tu peux avoir cette lame qui se casse, et donc qui casse les nerfs. Et donc les gens perdent complètement l'odorat. Il y a beaucoup de dépression, en fait. Les gens font beaucoup de dépression après avoir perdu complètement ce sens-là. Comme quoi. Et pour le coup, c'est vrai que moi, je suis assez, je suis assez sensible aux odeurs. Et enfin, je veux dire, on a tous déjà fait l'expérience de un truc désagréable, genre les gens qui puent dans le métro, par exemple, ou alors cette personne qui n'a pas compris encore le sens du savoir-vivre et qui vient avec un McDonald's ou des œufs dans le TGV, quoi. Et là, mais pardon, une fois, je me suis assise à côté de quelqu'un qui mangeait des œufs durs, qui allait caler genre devant moi, donc horrible cette odeur d'œuf dur là, enfin voilà, et un sandwich au camembert. Je suis en mode, t'as fait exprès en fait. Tu voulais nuire à ton voisin. Mais des fois il y a des choses qui sont pas claires. J'écoutais la radio et une des chroniqueuses disait, ah mais moi j'ai déjà mis du vernis dans le train, et j'étais là, mais quelle idée, le vernis, c'est une odeur énorme. Enfin bref. Bon. Mais donc, mais non, mais c'est intéressant quand même de se dire que
il y a des gens, ils se rendent pas compte, alors que c'est hyper présent, les odeurs. Et pour beaucoup de gens, c'est associé aussi, ça peut être associé à des moments négatifs, quoi, d'être tout le temps. Enfin, moi, je sais que quand je suis dans le TGV et qu'il y a une odeur qui est vraiment invalidante, enfin, qui me dérange vraiment, je pars au wagon-bar, quoi, parce que je peux pas penser à autre chose, quoi, que d'avoir, que cette odeur qui me dérange, quoi. Bref. Après, c'est assez subjectif, quoi. Enfin, Oui, tout le typiquement, monde n'a moi, pas le même souvent, j'ai rapport. l'image de quelqu'un qui mettait du vernis à côté de moi dans le train. C'est vrai que ça sent fort, ça me dérangeait pas pour autant. Ah ouais. Par contre, le McDo, Ouais. ouais, c'est un peu. On a tous rédhibitoire, aussi nos zones de. Je sais que moi, le vernis, c'est vraiment ma mère détestait quand on mettait du vernis. Et je crois que ça m'est resté de. Le vernis, ça sent vraiment mauvais. Ouais. Et peut-être le McDo, je l'accepterais plus parce Ouais, que. voilà. Voilà, bon. Mais du coup, je pense que tout notre univers, il est associé à des odeurs. Et dans l'univers du romantisme, par exemple, on imagine souvent un dîner aux chandelles, donc avec des bougies, des fleurs ou du bain moussant. Et dans ces imaginaires-là, il y a des odeurs. Et en fait, ce que je trouve chouette, c'est que on visualise pas l'odeur, on visualise le cadre, on visualise. Voilà, c'est un moment chouette, il y a des lumières tamisées, etc. Et on sent pas les odeurs. Alors qu'en fait, on pourrait aussi se dire, comme l'olfactothérapie, l'aromathérapie, je vais agir sur mes sens et sur l'odorat en me donnant une expérience positive. C'est-à-dire, on pourrait vraiment se dire consciemment, ok, en fait, là, j'ai besoin de me sentir plus, je sais pas, de m'apaiser. Je vais vraiment choisir de m'apaiser par l'odorat. Et je pense que ça peut vraiment fonctionner si on trouve les petits déclencheurs, justement, par rapport aux souvenirs, à la mémoire, etc. Ah bah tiens, ce truc-là, je me rappelle. Et moi, j'ai ça avec, par exemple, la lavande. Quand j'étais enfant, ado, avec mes parents, on allait en vacances dans les Alpes de Haute-Provence et vraiment dans un gîte magnifique où il y avait des champs de lavande à perte de vue. Et on achetait de la lavande et on la diffusait dans la maison. Et il y avait ce truc c'est apaisant de base, la lavande, l'odeur, elle est apaisante. Mais du coup, maintenant, quand je le rediffuse chez moi, maintenant, à l'âge adulte, ça me rappelle aussi ces vacances. Et du coup, il y a ce truc je m'auto-hypnose dans ce truc de rappelle-toi ces bons souvenirs et qui, du coup, me recrée cet état d'esprit positif juste par l'odorat. Donc, en fait, on peut aussi se triquer nous-mêmes et créer des atmosphères chouettes grâce aux odeurs. Et je trouve qu'on le fait pas assez consciemment, quoi. D'ailleurs, il y a tout un commerce, par exemple, autour des brumes d'oreiller. Est-ce que vous connaissez ça? J'en ai vraiment vaporiser son oreiller avec potentiellement une odeur de lavande ou quoi. Enfin, quelque chose qui est connu pour améliorer la détente et du coup permettre mieux l'endormissement. Enfin, voilà. Bon. Même si, message de prévention, il y a plein de ces odeurs qui polluent l'espace intérieur et c'est important d'avoir un espace intérieur sain aussi. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver, aéré, ce que je fais pas assez. Mais du coup, juste pour finir, il y a aussi il y a quand même des études qui ont été faites sur le fait que un combo d'huile essentielle, donc plein d'huile essentielle, a été diffusé dans 2 groupes tests de personnes atteintes d'Alzheimer. Et donc, on le diffusait le soir et ils ont fait faire des séries de tests cognitifs le lendemain. Et il y a eu une amélioration de plus de 126% des capacités cognitives des personnes qui ont été exposées à ce combo d'huile essentielle. Donc, même s'il n'y a pas un lien de cause à effet, en fait, il y a peut-être juste aussi un truc de être apaisé, être dans un état d'esprit positif grâce aux odeurs, ça permet en fait de préserver certaines zones du cerveau. Donc voilà, je pense que... Mais c'est marrant parce que justement, la perte de l'odorat, c'est aussi un des premiers symptômes de certaines maladies neurodégénératives. Alors, c'est peut-être pas Alzheimer, mais je crois que c'est la maladie de Parkinson. C'est un symptôme de perte d'odorat qui... Bon, en général, c'est... Tu dis, c'est mauvais signe, il n'y a pas de... Enfin, mais bon, bref, c'est marrant. Non, mais c'est vrai que même sans, du coup, tu disais, il n'y a pas des preuves scientifiques avec l'aromathérapie et tout, donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on voit à quel point c'est associé au souvenir, et on le voit bien avec ta mère qui te passe doudou avec son parfum, je pense qu'on peut bien s'imaginer comment... Il y a toute l'histoire aussi qu'elle t'a racontée. Elle a créé tout un rituel pour toi en ajoutant l'odeur dedans. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté rituel qui est intéressant aussi, je crois, et qui, par exemple, sur le fait, et je pense que c'est pour ça que ces commerces marchent aussi, de mettre une brume sur son oreiller, ça participe aussi à une routine de nuit où il y a plein d'étapes qui permettent de se détendre progressivement et qu'on ajoute une partie d'odeur rassurante à tout ce rituel, quoi.
Mais il y a ce truc de toute façon, si tu répètes la chose dans le contexte, enfin ton cerveau, il est, je sais pas comment, enfin ça doit être un mécanisme. Je pense que Aurore, tu sais beaucoup mieux que moi toutes ces choses-là. Mais tu sais si c'est un peu le truc de Pavlov là, le syndrome de Pavlov, c'est-à-dire si tu sens toujours la lavande quand tu vas te coucher, si tu sens la lavande, t'as envie d'aller dormir quoi. Ouais. Enfin c'est un peu aussi associer des bons moments à des odeurs. Comme j'ai fait, enfin c'est un autre sens, mais moi j'ai fait ça pour une musique. Je me suis dit, ce moment-là, il est incroyable. Enfin, cet instant-là est incroyable. Je vais écouter. Je vais cette l'associer à une musique. Et du coup, comme ça, je me le répète. Et quand je reviens vers la musique ou je reviens vers l'odeur, le sentiment positif, il revient quoi. Ouais, c'est du conditionnement et tu peux. C'est la Madeleine de Proust, c'est une association qui s'est faite parce que les deux éléments étaient là en même temps, mais après tu peux te dire je veux créer une association et donc je le crée. C'est intéressant de réfléchir à ce sens tellement sous-coté qu'une partie de la population serait prête à plutôt le perdre que son smartphone. Je pense qu'on se rend pas compte. En fait, on arrive très bien à se projeter dans la perte de la vue, de l'ouïe, mais l'odorat, comme on y prête peu attention, on se rend moins compte. Il y a beaucoup de mécanismes inconscients finalement et de liens avec les émotions, mais qui sont pas forcément explicités. Donc, Bah voilà, on vous invite à y réfléchir. Et je pense qu'on peut peut-être passer à une prochaine partie. À toi, Thomelk. Il y a une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Je vais vous parler de quelque chose qui fait souvent l'unanimité, enfin, je sais pas, j'ai jamais entendu personne me dire qu'il n'aimait pas manger. Donc, je vais vous parler de manger, Ça arrive, manger hein. ensemble. Et je veux plus particulièrement de la place des repas dans notre relation aux autres et dans ce que ça peut créer ou pas dans nos relations. Et bon, c'est pas étonnant que j'ai pensé à ça, hein, parce que pour les auditeuristes du monde entier qui nous écoutent, Il y en a vraiment dans le monde entier. Nous sommes en France et qu'en France, on passe en moyenne 2h13 par jour à manger et boire, d'après les chiffres de l'OCDE, ce qui nous place en tête des pays de l'OCDE selon ce critère. On a tout compris. Hein. Et donc j'ai cherché un peu de sociaux, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je m'appuie sur un ouvrage de Jean-Claude Kaufmann qui s'appelle Casserole, amour et crise, ce que cuisiner veut dire. Oh, ça a l'air génial. Et j'ai trouvé beaucoup d'articles en fait, plus ou moins de psychologie de comptoir ou d'études plus ou moins sérieuses, mais bon, qui vont être un bon prétexte pour discuter. Et il y a quelques perles aussi. Du coup, je vais commencer en citant justement Jean-Claude Kaufmann dans sa conclusion qui dit que manger est une affaire de culture et d'affectivité. On ne mange pas avec son cerveau. Manger en compagnie familière tisse le lien qui attache ensemble. Et c'est de ça qu'on va parler. Et du coup, moi, j'ai pensé à deux... Enfin, on pourrait en faire 2 heures là-dessus, mais j'ai pensé à deux dimensions. D'abord, les repas pour séduire, pour attirer quelqu'un ou renforcer une relation. Donc, le fameux dîner romantique. Et ce qui se joue, deuxièmement, au quotidien dans un couple, par exemple, qui habite ensemble ou qui se voit régulièrement, qui va régulièrement, du coup, partager des repas en termes de rapport au goût. Beau programme. Ouais. D'abord dans les... donc on pense forcément au dîner romantique, qu'il se passe à domicile ou dans un restaurant, voire dans un restaurant vide en pleine nuit comme dans L'Arnaqueur, que j'ai enfin vu. Et alors C'était bien. C'était plus comique que ce que je pensais, mais voilà, ça m'a fait rire. Carrément une comédie. C'est marrant. Et donc, le magazine GQ s'émeut de la disparition progressive des dates dîners. Ah bon ? Oui, le date dîner est devenu, donc je cite, de plus en plus rare, en partie à cause de la prolifération des applications de dating qui favorisent naturellement les premiers rendez-vous moins exigeants, comme les verres d'alcool les verres d'alcool ou le café, pour rencontrer d'autres célibataires. Et c'est vrai que je repense à un date Tinder au resto qui m'avait paru beaucoup trop long et en fait c'était un mauvais investissement là d'y aller comme ça. Et c'était donc un moment concret pendant lequel un couple faisait passer les choses au niveau supérieur, un début clair de quelque chose. Bon, toujours est-il que ça existe encore, et que il y a plein d'enjeux qui se jouent autour d'un dîner au restaurant. Donc là, on part au restaurant. Quel plat tu choisis? Et exactement. Et faut pas salir. C'est de ça qu'on va parler parce que côté restaurant, donc il y a pas mal de dilemmes. Il y a des enjeux autour de qui paye l'addition.
On a déjà fait un épisode sur l'argent. Il y a des enjeux autour de qui choisit le vin et des enjeux autour du choix de certains plats. Ouais, boudin noir. Et ben voilà, donc Pas il sexy. y a une étude de l'IFOP Faut qui éviter l'ail aussi. Ou alors, quelqu'un qui est à fond dans le terroir, il est là, oh, c'est la femme de ma vie. Ah ouais, Tu prends des je pense tripes qu'elle est- de... enfin, Ouais. il faut savoir jauger. Ouais, bah oui. Se retrouver dans des Le valeurs nôtre. communes ou trouver un compromis, quoi. Et du coup, il y a quand même une étude donc, de l'IFOP qui résume ces dilemmes autour du choix des plats. Et donc, il y aurait donc 50% de Français qui évitent de prendre un plat ou un vin trop cher parce que c'est l'autre qui va payer l'addition, donc toujours sur l'argent. 36% qui ont déjà évité de prendre un plat pour ne pas avoir le ventre gonflé ou des problèmes de digestion. Eh, coucou. Là, on retrouve le sujet de la Intestin irritable. ensuite, 33% qui ont déjà évité de prendre un plat pour éviter d'avoir des odeurs rebutantes, donc ail par exemple, ou d'entacher votre image ou vos habits, fruits de mer, poissons. Donc faut rester clean. Et 27% qui ont déjà évité de manger des mets copieux, gras ou sucrés pour ne pas apparaître comme quelqu'un qui se laisse aller. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui reste. C'est vrai qu'il reste pas grand-chose à part une salade sans assaisonnement parce que sinon Ouais, c'est bah vache. oui. Et puis manger ta salade, c'est vraiment pas... T'as toujours la... Salade, c'est pas génial. C'est Je crois chiant, que si hein, tu moi. veux être dans le contrôle, il faut pas choisir Non. la salade. C'est pour ça que la salade... Pas des pâtes non plus. Mais je sais pas ce que tu manges pour Mais- répondre à ces critères, à Si tu ces peux répondre à angoisses. tous les critères, ouais. Tu manges pas grand-chose. Mais c'est marrant parce que du coup, d'un plaisir, on passe à quelque chose de Une très contrainte, contraint, très codifié Ouais. et qui va pas forcément laisser libre cours au partage d'un plaisir. Ouais. Mais pas Et dans celui le de lâcher manger, prise. quoi. Bah, c'est clair, il y a quelque chose de très très contrôlé sur comment ça doit se passer, quoi. Je comprends que avec toutes ces peurs, les gens choisissent aussi plutôt le verre ou le café que le resto, quoi. Mais je connais plein de personnes qui ont même juste mangé devant quelqu'un, ça les, Oui, c'est ça pas les toujours- stresse, quoi. Qu'il y a une sorte d'intimité ou que je sais pas, ils ont peur de. Je Un sais pas. sandwich, ça va, tu peux le manger Faut proprement. pas qu'il soit trop gros Oh. et pas trop de Ça sauce. dépend ce qu'il y a dedans. Mais c'est un Ouais. sandwich triangle, c'est facile. Alors ça marche. Un sandwich triangle sur Ou une le aire date, d'autoroute. oui, c'est ça. Le date, sandwich Sodebo. Alors, deuxième possibilité, dîner à la maison. Ouais. Si on veut pas aller au resto et voilà, avoir tous ces enjeux. Il y a quand même d'autres enjeux, évidemment. Mais il faut se dire que 91% des Français, donc ça, c'est une étude faite pour HelloFresh, donc Oh, partenariat commercial, je vous ai dit que c'était des études un peu éclatées. Qui malheureusement ne font pas de partenariat avec nous pour cet Ouais. épisode. Pas encore. 91% des Français donc avouent qu'une personne qui sait cuisiner est plus attirante. Mais ce n'est pas tout. Préparer un repas ensemble serait également donc une expérience qui permet d'approfondir les liens amoureux et de développer la complicité. Ah ouais? Je crois que les gens s'engueulent majoritairement en faisant à manger ensemble. Ouais, mais quand ça devient la contrainte Oui. du... C'est quand le début. Le t'es début, obligé tu de peux faire toujours à être manger, en il faut mode, bien qu'on mange. c'est C'est beau. pas la même chose quand Parce c'est que on va dîner. On a des copains qui disent, enfin, c'était vraiment une des questions qu'ils nous ont posées. Fête de Pax, il y avait un petit jeu sur est-ce qu'on les connaît bien et tout, et c'était quel est le sujet sur lequel on s'engueule systématiquement? C'est la cuisine. Vraiment en mode parce qu'ils veulent chacun avoir leur espace, quoi. Je crois que c'est un truc. Mais je pense que oui, au début, il y a ce truc, on fait une activité ensemble. Ah, coupe les carottes. T'as pas encore tous les agacements du quotidien Exactement. mais t'es en train de faire n'importe quoi. Comment est-ce que tu coupes tes carottes? Enfin, Ouais. potentiellement, au début, tu passes. C'est plus tolérant. Oui, c'est ça, t'es plus tolérant. Oui, et puis t'as pas le... Il faut qu'on se lève Oui, demain. il n'y a pas le et puis, quotidien. C'est genre, t'en fais un événement comme tirer au ciné ou voir une expo. C'est genre, on cuisine ensemble. T'as fait les courses pour, t'as Ouais, c'est ça. prévu, t'étais... C'est ça. Ouais, au début, pardon. Il y a tout un rituel parce que c'est dans le jeu de séduction, donc c'est beau et il n'y a pas ces petites frictions. Et justement, bon là, du coup, je vais anticiper sur ce que je voulais dire par la suite, mais c'est vraiment le sujet du bouquin de Jean-Claude Kaufmann, Casserole, amour et crise, ce que cuisiner veut dire. Et il décrit en fait assez méticuleusement toutes ces petites frictions qui vont petit à petit pouvoir arriver au sein d'un couple sur la question de la cuisine, avec chacun qui amène sa culture, avec ses pratiques, avec ses compétences aussi, et des rôles
il y a une représentation, enfin des représentations sociales aussi qui vont se jouer là, et donc des rôles qui vont petit à petit se stabiliser et s'ancrer, et des agacements qui peuvent devenir finalement des grosses crises autour de l'objet de la cuisine et de la préparation des repas, de la charge mentale de choisir tel ou tel menu, de planifier, et ensuite de faire les choses de la manière dont il faut les faire, donc avec des compromis aussi qui se font ou pas entre les membres du couple. Donc là, je vous renvoie vers le bouquin si vous voulez en savoir plus, parce que c'est vraiment... donc il y a tous les enjeux autour de chez moi on fait comme ça, de la santé forme aussi, ça c'est bon, c'est plein d'oméga 3, ou bien c'est plein de fer, ou bien de la question des régimes, des quantités, enfin voilà, tout est passé un peu au crible, et avec des rôles du coup qui sont parfois un peu durs à dépasser dès lors qu'ils sont ancrés. On parlait du rapport émotionnel à l'odorat, mais le rapport émotionnel au goût, dans le fait de comment est-ce qu'on mange et culturellement comment est-ce qu'on mange, c'est énorme, quoi. Comment on a grandi. Moi, vraiment, je parlais de couper les carottes, mais la manière dont ma mère coupait les légumes, je fais comme elle. Et je pense, je sais pas si quelqu'un fait différemment, je vais l'écrire dessus, mais c'est hyper ancré. Il y a un truc j'ai vu ce geste répété, là, il y a quelque chose aussi de l'ordre du geste, et voilà, de la répétition de ce geste où c'est comme ça, quoi. Oui, puis il y a aussi, ça peut être marqué socialement ou autre. Enfin, tu viens avec ta façon de manger dans un couple. C'est un peu comme ce qu'on disait pour l'argent. Tu arrives avec ta façon de manger, et du coup, il faut que tu fasses un compromis. Chacun a son éducation. Et moi, je sais que dans mon couple, on n'avait pas du tout la même façon de manger à l'origine. Moi, j'ai plutôt une alimentation basée sur les légumes, alors que mon copain plutôt sur les féculents. Et du coup, j'étais là très rapidement en mode, mais en fait, moi, je vais pas pouvoir faire caca dans ces conditions. On mange que des pommes de terre. On mange que des pommes de terre et des pâtes. Donc ça va pas pouvoir se passer, en fait. Ouais, non, mais il y a des compromis. Enfin, moi, j'ai pensé un peu aux compromis pareil dans mon couple, et je me dis que depuis que je suis dans ma relation actuelle, j'ai augmenté le taux de poivre dans mes plats. Et drôle, maintenant, quand je retourne, alors que j'ai été élevé sans poivre, et quand je retourne chez mes parents, maintenant, je remets du poivre dans mes plats, parce que je trouve ça normal, en fait, de manger plus épicé. Pareil pour des trucs comme les œufs à la coque le samedi matin, après une grasse mat, des trucs que j'ai découverts et que j'adore maintenant, les dalles de lentilles. Je suis fan de dalles de lentilles, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est incroyable, ce truc. Ouais, moi, quand j'ai été habité en couple, c'était la sauce sriracha. J'en ai jamais eu avant, j'en ai plus eu après. Pendant cette période de couple et de cohabitation, il y avait vraiment la sriracha partout, à toutes les sauces, quoi. À toutes les sauces. Et après, en plat un peu rapide, moi, j'ai réussi à imposer mon linguiné au brocoli et parmesan. Ah, tu l'as imposé? Ah ouais, convaincu. Enfin, voilà, j'ai convaincu. Parce qu'elle n'était pas partie gagnant. Bah non, parce que c'était original, quoi. Enfin, c'était incongru, quoi. Pourquoi linguiné brocoli, bon. Est-ce qu'il faudrait que ça fasse partie du contrat de couple, quoi, dont on parle des fois? Alors, quelles sont nos habitudes alimentaires? Quelles sont les recettes qu'on va placer? Je trouve que c'est une bonne question, d'ailleurs, une catchphrase d'appli de rencontre, genre quel est ton plat, quel est le plat que tu aimes bien cuisiner? Ouais, mais juste dire quel est ton plat préféré, ça fait vraiment... Non, pas le plat préféré, quel est le plat que tu aimes cuisiner? Ouais, aime cuisiner, j'avoue. C'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est une bonne catchphrase. Et du coup, en conclusion, mais c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire, je reprends une autre citation du bouquin qui dit « Tout comme le lit, la table crée le couple qui se construit par la fabrication d'une culture commune au travers d'innombrables passes d'armes quotidiennes dans la cuisine. » Et c'est vraiment cette image-là de toutes les petites batailles, mais qui sont pas forcément négatives, quoi, qui se font pas forcément dans le conflit, mais où chacun va essayer de mettre un peu sa patte et de trouver sa place autour de cet objet qui est super important, parce qu'on, comme dit au début, on mange souvent beaucoup, et ça nous fait plaisir quand c'est bon, quoi. Et puis, c'est doublement culturel, parce qu'en France, et tu l'as dit, on a une culture du manger, quoi, qui est énorme et qui est hyper forte, et on passe le plus de temps à table, quoi. Et dans le couple ou la famille, l'idée qu'on a du couple ou de la famille, le fait de se retrouver autour des temps de repas, c'est aussi quelque chose qui est culturellement fort. Donc ça fait vraiment des doubles enjeux culturels, quoi. D'ailleurs, dans le cadre d'une autre étude, il y avait des chiffres qui étaient de 1 Français sur 3 trouve qu'il est important d'avoir les mêmes goûts culinaires que son ou sa conjointe.
ce que je trouve même peu par rapport à ce que j'imaginais. Et pour 36% des Français, être difficile face à l'assiette est rédhibitoire. Ah ouais, bah ça c'est un enjeu pour le coup que j'ai vécu parce que je suis végane depuis 8 ans, je crois. Et ça, je sais qu'en France, c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a vraiment une image de on mange ensemble, c'est un moment de convivialité fort, mais ça passe par manger la même chose. Et qu'à partir du moment où on sort de manger la même chose, même si on garde la convivialité, qu'on mange ensemble, qu'on a une même table, il y a déjà quelque chose qui peut être vu de manière en mode « Ah, tu manges pas comme moi, donc tu ne participes pas à mon moment de convivialité », ce qui est très fort en France et que j'ai même vu avec des gens qui avaient vraiment des allergies ou des intolérances ou des maladies où on pourrait se dire « Moi, je suis végane, je l'ai décidé, il y a rien qui m'empêche vraiment de manger quelque chose si ce n'est le fait de décider de pas le manger ». Mais il y a des gens, c'est vraiment des intolérances et j'ai senti c'est tellement fort culturellement que même pour des gens où c'est pas possible, il peut quand même y avoir cette conséquence sociale de tu fais pas vraiment partie de cet espace de convivialité qu'on crée et voilà, et que j'ai pas vécu dans d'autres pays pareils, quoi. Mais je crois que pour le coup, ça fait partie aussi peut-être c'est un truc culturel de langage de l'amour, parce que je sais que pour le coup, ma mère me l'a expliqué plein de fois, que ça la frustre beaucoup quand elle cuisine quelque chose pour quelqu'un, donc par exemple pour mon copain, qu'il n'aime pas, parce qu'elle est là en mode comment je peux lui faire sentir que je l'accueille. Oui. En fait, c'est ça qui se joue derrière, et je pense que dans le truc culturel que tu dis, il faut qu'on mange la même chose, je pense qu'il y a vraiment ce truc de, en fait, manger la même chose, cuisiner et manger ensemble, c'est une façon de partager de l'amour, de l'affection, du respect l'un pour l'autre, et du coup, de ne pas manger la même chose, c'est comme si on refusait cet amour, on refusait et j'ai déjà lien. En fait. J'ai déjà senti ce truc de cette peur de mais qu'est-ce que je vais te faire à manger, et moi je suis là mais tant pis, je vais manger des trucs à côté ou je vais faire mon truc ou quoi, mais qu'en fait je me rendais compte la personne elle avait vraiment envie de me faire participer et que du coup ça crée aussi du stress en elle de pas réussir à faire ce pont, ce lien, enfin voilà, de m'accueillir de cette manière. Donc, d'autant plus que quand tu cuisines quelque chose que tu aimes et qui te tient à cœur et que tu aimes cuisiner, bah c'est vraiment, t'es dans le partage et tu te mets un peu à nu, quoi. Et si la personne est pas réceptive en face, bah il y a forcément, on est toujours déçu de partager avec beaucoup d'enthousiasme quelque chose qu'on aime et que ce soit pas reçu de la même manière en face, quoi. C'est pour ça que pour conclure, pour revenir sur la partie séduction, je vous conseille de ne surtout pas suivre le conseil donné par Mythique, parce que j'ai navigué sur le site comme ça, je suis arrivé sur Mythique, qui nous conseille, à nous les hommes qui ne savons pas cuisiner, de faire appel à un chef à la maison pour organiser un dîner romantique. Non. Excellente idée pour ne pas avoir à faire des allers-retours entre la cuisine et la table, et surtout... Donc, alors déjà, on dirait qu'ils ont un 130 mètres carrés, parce qu'entre la cuisine et la table, moi, il y a vraiment même pas un mètre. Le budget, les mètres carrés. Et puis aussi, pour inviter en toute élégance, sans avoir à mettre la main à la pâte. Non, mais c'est vrai ils ont un type de client. Et que ça donne une vision hyper réaliste parce que, riche, parce que ou tu peux le faire tout le temps, et du coup, en fait, il n'y a même pas besoin de le conseiller, ça fait partie de ta vie, ou ça veut dire que tu peux le faire une fois, donc tu vends vraiment du rêve, et après, le quotidien arrive et c'est plus le chef, quoi. Bah oui. Et au contraire... ça, à la limite. Non, mais puis au contraire, moi je trouve que dans une relation naissante, justement, préparer un repas pour quelqu'un et en partageant en plus des recettes que t'aimes et que t'aimes cuisiner, je trouve que c'est une belle marque d'affection et qui veut te dire vraiment, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, quelle que soit cette chose, parce que je me sens bien avec toi et j'ai envie qu'on partage un bon moment au minimum et puis qu'il y en ait d'autres, quoi. Carrément. Après, il faut être plus ou moins à l'aise avec le fait de cuisiner. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça peut être un truc même très simple, en fait. C'est juste parce que je pense que quand tu reçois, c'est juste chouette qu'on te nourrisse. Enfin, je veux dire, même un truc très simple, genre un croque-monsieur, on en parlait. Enfin, je veux dire, oui, avant l'épisode. Un croque-monsieur, c'est juste genre 2 tranches de pain et tu mets des trucs à l'intérieur. Et juste si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi en pensant à toi, c'est chouette, quoi. Oui. C'est vrai que ça dépend, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas cuisiner. Aussi, là, je pense qu'autour de la table, on est des gens qui aiment manger plus ou moins, en tout cas à minima manger, quoi, mais il y a des gens qui sont vraiment assez peu intéressés par le fait de manger et du coup on voit avec tous ces enjeux culturels que il y a aussi une injonction que c'est un langage de l'amour qui est aussi un peu imposé ou assez mis en avant et que ça peut passer par autre chose si les gens aiment pas cuisiner, quoi. Ou que je suis d'accord avec l'attention, moi je pense que même si on me fait alors il faudrait que ça soit une pizza surgelée vegan, donc ça serait déjà incroyable de réussir à la trouver, mais
si on m'en fait une, je serais contente juste que j'arrive quelque part et qu'on me nourrisse, quoi. Ouais, c'est ça, qu'on ait tenu compte de tes goûts, de tes préférences, Ouais. et, de ta manière de manger, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, au-delà de l'aspect même de partager des goûts culinaires, je trouve que ça montre aussi qu'on est capable d'investir du temps, d'aller faire des courses, d'investir du temps dans la préparation de ce moment. Et rien que ça, c'est appréciable. Et je me rappelle d'un premier date pour moi en période de Covid où tous les bars et restaurants étaient fermés. Et du coup, on était allé à l'extérieur. Et ensuite, chez elle, et elle m'avait préparé un apéritif dînatoire qu'on avait fini de faire ensemble, et j'avais trouvé ça super. Ça m'avait touché en fait de voir qu'elle avait préparé des trucs pour moi. Et du coup, une ou deux fois après, j'avais préparé un repas chez moi, et je l'avais fait aussi parce que j'avais envie de montrer que moi aussi je pouvais préparer des trucs pour elle. Et alors que j'étais pas très sûr de mes compétences non plus, quoi. Mais voilà, et je trouve que ça fait des beaux moments dont on se souvient et qu'on est content de partager par la suite, et ça donne envie aussi de faire plus, quoi. Ouais, je partage. Moi, je suis toujours plus heureuse de toute manière de cuisiner pour les autres que pour moi. Donc moi, c'est vraiment, j'adore. Oui, quoi. c'est chiant de cuisiner pour soi, tout seul. T'as toute cette vaisselle pour... Alors la vaisselle, c'est mon vrai enjeu. Mais c'est juste, c'est que pour moi, des fois, mais c'est cette histoire d'intentionnalité. C'est qu'il y a un truc de faire pour l'autre qui amène une intentionnalité particulière qu'on pourrait se faire à soi. Je pense que c'est très cool de se faire un autodate. Ça m'arrive où vraiment, tu passes ton temps à te faire à manger, t'en fais vraiment un événement et tout. Enfin, voilà. Mais que c'est plus facile, en tout cas pour moi, c'est plus spontané. Si c'est pour les autres, je vais le faire toutes les fois, quoi, potentiellement, à moins que quelqu'un vienne tous les 3 matins chez moi et que peut-être je vais pas lui faire de la grande cuisine à chaque fois. Mais alors que le chef à la maison, ça peut mettre un peu mal à l'aise, quoi. Et dans quelle maison pareil, ma cuisine qui est aussi mon salon, qui est aussi ma salle à manger. Le chef, je sais pas où je le mets, quoi. Mais... Il assiste au date. C'est pas dans Mr. et Mrs. Smith que Angelina Jolie, elle fait semblant de préparer des trucs, mais en fait c'est tout commandé par et donc il y a une scène comme ça où elle fait croire qu'elle a fait un bon repas, mais en fait elle a tout. Mais ça, c'est toute manière, je trouve que c'est vraiment une vision de pop culture très populaire aussi, d'être là en mode j'accueille, convivialité, j'ai mis les petits plats dans les grands, et en fait c'est des plats surgelés, mais la personne ment, quoi. Enfin, il fait croire qu'elle l'a fait elle-même. Ce qui, du coup, redevient très performatif et pas dans l'esprit de... Nous, c'est vraiment une blague dans ma famille, en mode ma mère, des fois, elle fait des... Tu sais, genre, elle va sortir des petits fours picards et dire oui, alors j'ai passé tout l'après-midi. On sait tous que c'est une blague, c'est ça qui est drôle. Mais personne fait des petits fours. Ça s'est perdu. Bon, est-ce qu'on passe à une prochaine partie ? Aurore, c'est à toi. Est-ce qu'on a inventé l'eau tiède ? Est-ce qu'on invente 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 l'eau tiède ? Ouais. Moi, je vais vous parler, avec l'aide d'autres personnes, je vais vous parler des odeurs corporelles. Donc j'ai commencé par un petit... avec des petits bouts de description d'odeurs que des médecins du 19e ont faites. C'était assez drôle. Donc, c'était pour aider au diagnostic. Il y avait des médecins qui avaient essayé de définir des types référentiels d'odeurs, et ils s'aidaient de la couleur de la peau et des cheveux. Donc, alors tout est pas faux, mais c'était quand même beaucoup de poésie. Un truc pas vraiment basé sur un truc très scientifique. Donc, une espèce de typologie olfactive humaine. Donc là, par exemple, avec le docteur Augustin Galopin, sympa comme nom, donc il parlait des femmes qui sentent le musc. Donc certaines femmes très recherchées ont la passion du musc. Cette odeur plaît à beaucoup d'amoureux. Elle réveille l'attention olfactive, mais ne fixe pas ses conquêtes. La clientèle de ce prix. L'amour vrai et durable ne se rencontre pas chez les chevaliers du muscle, ni chez leurs dulcinés, qui simulent souvent des attaques nerveuses dont les effets morbides leur sont absolument inconnus. C'est too much, là. Il avait quelqu'un en tête, hein. C'est clair. On dirait le truc d'astrologie de Liv Stromquist où c'est des pics visés sur les... Vous voyez de ce que je veux dire ou pas ? Oui, elle aime pas les taureaux. Oui, non, elle aime pas les taureaux. C'est une bande dessinée, pour ceux qui l'ont pas, sur tous les signes astrologiques, et du coup,
C'est vraiment cette autrice qui dit tous les défauts des personnes, des signes qu'elle n'aime pas. Et là, on dirait vraiment ça. Ouais. Un petit peu, ouais. Je peux aussi vous parler des femmes qui sentent... Enfin, il peut vous parler des femmes qui sentent l'ambre. L'odeur de l'ambre gris produit aussi ses indispositions chez quelques autres, mais plus rarement. Lorsque les odeurs du musc ou de l'ambre sont naturelles, on n'a rien à craindre de leurs effets. Nous entendons ici par naturel des odeurs émanant directement des personnes. Il n'est pas rare d'en rencontrer qui répandent une forte odeur de musc autour d'elles. Les femmes qui sentent l'ambre sont beaucoup moins rares et beaucoup plus recherchées. Elles sont aussi aimées beaucoup plus longtemps. Cela prouve qu'il y a plus d'hommes qui aiment l'odeur de l'ambre que l'odeur du muscle. Ok. Les blondes pures et On cendrées aime bien dégagent. une nuit, le musc, mais l'ambre, on l'aime Le toute la muscle, vie. c'est un coup du soir. Surtout ouais, ce c'est ça. parfum d'ambre aussi délicieux. Les femmes qui sentent la violette, les femmes qui sentent l'ébène. Enfin, il fait même un classement des amoureux par le sens olfactif. Enfin, J'ai en compris. primaire ou comment ça se J'ai passe compris l'ébène en mode l'ébène à ordures. J'avais pas non, compris non, l'ébène, J'étais le là, bois, le bois. Qui sent la poubelle? Donc voilà, donc il fait des catégories, donc avec des noms un peu que sympas. pour les femmes, parce que Malheureusement, j'ai l'impression que c'est intéressé aux femmes, ouais. Donc il y a la mulâtresse avec toutes les nuances de chocolat ou de pain d'épices, la rousse pure tavelée, cheveux et poils abondants, peau blanche tachée de sang. ah oui, c'est un tout. C'est vraiment une typologie, parfum très caractéristique, fin ou très recherché, et la brune à la peau pâle et mate, comme enfarinée qui ne sent rien lorsque les pieds sont petits. Extrêmement Ok. Alors, en réalité, J'ai une crise cardiaque là. écoute, moi je suis là, on était des zinzins, enfin, il y a des gens il a l'air de s'être éclaté en tout cas en faisant ce travail-là. Donc en réalité, à quoi elle est liée l'odeur corporelle? Donc ça vient, ce dont je vous parle, ça vient d'un livre qui s'appelle Faut-il sentir bon pour séduire, 120 clés pour comprendre les odeurs de Roland Salès. Si vous voulez pas le lire, vous pouvez voir une vidéo qu'a fait Roland Salès avec Annick Le Guérer. Donc lui, il est vraiment chercheur spécialisé dans les odeurs, et elle est sociologue. Elle a écrit beaucoup de livres autour de l'odeur, et donc il y a une vidéo d'une 20aine de minutes où ils ont un dialogue entre leurs disciplines autour de l'odeur. Et donc Roland Salès, il nous dit à quoi est liée l'odeur corporelle. Alors oui, je reviens sur le truc des phéromones. Les phéromones chez l'humain, ça marche pas. Il y a pas on n'est pas on n'est pas alors c'est toujours chez les animaux en général, c'est cette histoire, enfin chez les mammifères, cette histoire d'organes voméronasal qui permet de capter ces phéromones. Nous, il n'existe pas, c'est résiduel. Et en fait, une phéromone, donc Roland Salès, dans cette vidéo, il donne un peu l'exemple. Une phéromone, c'est vraiment quelque chose qui va engendrer un comportement. Il donne l'exemple d'un papillon de nuit. Bon, je sais pas si c'est bestial, mais disons que c'est instinctif. y a un truc tu sens ce truc-là, paf, tu vas avoir ce comportement-là. Donc, il donne l'exemple du papillon de nuit. Dès qu'il sent la phéromone de la femelle, paf, il va voir la femelle. Alors que chez l'homme, c'est dur il y a pas de ce genre de phénomène. Il n'y a pas de paf. On a un libre arbitre et tant mieux. On a un libre arbitre. Ok. Et donc, les chercheurs il y avait Annick, là, elle parle à un moment d'une chercheuse qui parlait de phéromones, et elle a dit après, avec le temps, elle est revenue sur ce terme, et pour plutôt parler d'odeur corporelle chez l'humain. Donc, chez les mammifères comme chez l'homme, cette odeur corporelle, elle est donc là vraiment l'odeur corporelle, elle est liée au génotype, donc l'ensemble des gènes d'un individu, et notamment au gène du complexe majeur d'histocompatibilité, ou CMH. Donc chez l'homme, on l'appelle, ça c'est pas très intéressant, c'est compliqué. En immunologie, c'est l'ensemble des gènes impliqués dans la reconnaissance du soi, et donc qui sont responsables du rejet des greffes, notamment. Donc il y a un polymorphisme très élevé de ces gènes, donc plusieurs allèles, plusieurs variantes de ces gènes. Et donc, on ne trouve pas deux personnes porteuses d'un même répertoire d'odeurs. Donc, il n'y a sans doute pas deux odeurs personnelles identiques. On est unique. On est unique. Et donc, d'ailleurs, donc là, on repart vraiment dans l'histoire scientifique vraiment en arrière. En 1829, il y avait un savant qui prétendait avoir découvert le moyen scientifique de reconnaître ces odeurs, et il offrait à la police judiciaire ses découvertes sur l'odeur du sang pour essayer de retrouver, un peu comme pour les empreintes digitales, il avait essayé d'imaginer, mais il avait fait une espèce de typologie d'empreintes olfactives. Donc, c'est pas ignoré de l'histoire de l'identité. On ne sait pas trop pourquoi, ça devait pas être hyper fiable. Mais c'est intéressant, on pourrait faire une série là-dessus. Voilà, si vous voulez. Je pense sur quoi? Sur les empreintes digitales? Sur le sang? Sur le fait d'imaginer un monde dans lequel on retrouve des tueurs ou quoi par les odeurs, corporelles. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être possible. Si c'est pas complètement aberrant de penser que ça pourrait être possible. Et donc, alors l'impact de ces odeurs corporelles, donc quelques études
là, sur des souris. Donc, dans les années 70, en fait, il y a des chercheurs du Monell Institute à Philadelphie. On présentait à des souris mâles l'odeur, donc seulement l'odeur de 2 femelles, l'une qui était génétiquement éloignée d'eux et une qui était très consanguine. Et les mâles, ils ont choisi systématiquement la femelle au génotype le plus éloigné. Et donc, les chercheurs ont ensuite montré que ces odeurs corporelles, elles étaient corrélées à ce complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, on voit qu'il y a une importance de l'odorat pour l'épanouissement de l'espèce, en prévenant la consanguinité, donc qui peut apporter des maladies, et aussi diminuer les capacités d'adaptation des descendants en réduisant le répertoire de gènes variants disponibles. Et aussi des études chez l'homme où on avait une salle avec plein de chaises, il y avait un homme qui s'asseyait à une chaise, on lui disait « tu dégages », et on faisait rentrer des femmes, elles s'asseyaient toutes sur la chaise où le mec s'était assis. Ah ouais. On leur avait rien dit, c'était... Il y a aussi des études sur, tu sais, choisir un partenaire par l'odeur. Ah oui, par et l'odeur. que ensuite, sans voir, juste avec... juste en sentant leurs aisselles, quoi, en gros. Et ensuite, elles étaient là en mode « Ah oui, je suis vraiment attirée par ce gars-là. » Et c'était celui qui correspondait, dont l'odeur leur avait plu. Alors, Oui, autre idée de c'est lié concept, à on fait ça, un ouais. Love is Blind, mais avec juste les où tu sens odeurs. les aisselles. Je crois qu'il y a des... Déodorant interdit. Alors, je sais pas si c'était un site de rencontre qui avait fait ça, mais il y avait aussi des expériences où des gens devaient porter un t-shirt pendant 3 nuits, le mettre dans un sac, et après, les gens avaient à disposition tous les sacs des participants et ils devaient choisir celui qui Selon sentait l'odeur. le plus bon. Et on pense que l'odeur corporelle qui te déplaît le moins ou qui te plaît le plus, c'est l'odeur de quelqu'un qui serait le plus éloigné, enfin oui. plus compatible avec qui En étant le t'aurais plus dit- éloigné. Avec qui, à qui vous deux vous offririez à votre progéniture une plus grande protection. Oui, c'était un abus de langage de parler des phéromones en intro, mais il y a Oui. quand même cet enjeu de l'odeur. Mais après, on ne l'odeur, sait pas à quel point C'est ça joue. C'est Et puis on veut pas Ouais. tous faire des bébés aussi, donc on n'est pas. Oui, obligé aussi. de- Mais j'imagine que vivre au quotidien avec quelqu'un, même si tu veux pas faire d'enfant avec lui, si tu te trouves tout le temps qu'il pue, ça joue sur. Je trouve quand quelqu'un sent bon, c'est pas la même chose que quand. Enfin, je trouve que ça. Enfin, moi, ça joue en tout cas quelqu'un dont j'aime pas l'odeur naturelle. Oui, bah, il y a ça un fait truc partie de naturel tous les ça sens, la voix de quelqu'un, Ouais, bah ouais. son apparence, son odeur, ça fait partie de plein de facteurs qui font qu'on est attiré par quelqu'un, quoi. C'est clair. Et ensuite, j'ai lu, alors j'ai pas tout lu, donc ça s'appelle Le miasme et la jonquille d'Alain Corbin. C'est très intéressant, c'est très dense. Disons qu'à chaque ligne, tu as un petit chiffre qui t'envoie à l'annexe avec la référence. Et donc, chaque ligne, tu as au moins deux petits chiffres pour aller voir la référence derrière. Donc, c'est très, très dense en idées. Et donc, dans son introduction, il explique ce qui est assez intéressant, que l'odorat, c'est très paradoxal, parce que à la fois, c'est décrit comme le sens du désir, de l'appétit, de l'instinct. Donc, il y a donc il dit un saut de l'animalité autour de ce sens. C'est vraiment assimilé à l'animal, à la bête. Et c'est aussi un sens très fugace. C'est la sensation olfactive ne saurait solliciter d'une manière durable la pensée. Donc c'est ça aussi, on a du mal à mettre des mots sur les odeurs. Donc tu vois, j'ai dit tout à l'heure, c'est une odeur verte. On a toujours besoin d'utiliser un autre sens un petit peu pour décrire l'odorat. On n'a pas de mots pour décrire une odeur qui soit que... Oui, on en parlera, c'est sur le vin, le parfums. café, on Ouais, dit ouais. que c'est rond, que c'est... Enfin, on utilise plein d'autres... Enfin, c'est que moi qui adore dire que j'aime les choses rondes, mais c'est clair qu'on utilise des couleurs, on utilise des formes, on utilise... J'ai fait une dégustation de vin récemment, j'étais perdu pour dire ce que je sentais. Et les autres étaient en mode ah, ce vin est un peu pierreux. Bon, oui, pourquoi pas. Mais ça, c'est vraiment ça le s'apprend, langage en fait. Oui, c'est ça s'apprend. Oui. Comme les émotions, que j'ai fait de la communication non violente et qu'au début, on n'arrêtait pas de dire bah, je me sens en colère ou triste. Et après, on était là, bon, il y a d'autres... Enfin, voilà, les émotions, c'est plus large. Peut-être que tu peux Plus voir. précis. Peut-être que tu es, je sais pas... déçu, ou frustré, pas juste en colère et triste. Et c'est pareil avec l'odorat, si on le travaille pas, de comprendre, de faire ces associations. Les œnologues, si tu veux devenir sommelier œnologue, souvent tu as des coffrets qui coûtent d'ailleurs une fortune avec des petits flacons à sentir où tu as vraiment l'odeur de myrtille, de machin, et après il faut les retrouver dans... Mais franchement, Ça se travaille. une de mes reconversions imaginaires, l'habitude. ça me plairait bien. Bah, d'ailleurs, pardon, je fais le lien avec ce que tu avais raconté tout à l'heure, c'est que j'ai une pote qui a ça et on s'amusait à sentir son J'adore anus. ce truc. Et il y avait une odeur, j'étais là, oh, c'est le gel douche Barbara Gould de mon enfance. Et du coup, je savais que c'était cerise, tu vois. Parce que vraiment, c'était extrêmement... C'était vraiment ça. C'était Ouais, cette Barbara, elle odeur-là. s'est pas fait chier, quoi. Elle a vidé Elle a vidé le elle a mis cerise dans... Ok.
Et donc, contrairement à l'ouïe et à la vue, donc dans l'Antiquité, l'odorat, c'était un sens disqualifié parce qu'il avait peu d'utilité dans l'état social. Il semblait moins nécessaire à l'homme, qui était apparemment fait pour marcher droit, pour découvrir de loin ce qui paraît lui servir d'aliment. La vie sociale et la parole le pouvaient instruire des qualités des corps. Donc, c'est une phrase un peu compliquée pour moi. Donc, juste, en gros, voilà, c'était... L'odorat est au côté, quoi. Voilà, on n'arrivait pas à se rendre compte à quel point c'était important. Et c'était vraiment lié au sauvage. Et le sauvage, d'ailleurs, le monde sauvage, était... on considérait que ce monde-là, il était plus... Enfin, les animaux, eux, avaient une perception olfactive qui était plus forte que l'homme civilisé. Et donc, il y avait toutes ces convictions. Elles ont fait qu'il y a eu toute une chape d'interdits sur les usages de l'odorat. Donc, flairer, faire preuve d'acuité olfactive... aimer les senteurs un peu lourdes animales, Oui. que ça ait un rôle érotique, c'était devenu ça engendrait le soupçon, c'était un peu Animal, c'est toujours l'enjeu de se distinguer en tant qu'humain de l'animal. ouais. Avec l'odorat, ça fait partie de ça, quoi. Vu comme ça. Et voilà, cette proximité bestiale. Et pourtant, en même temps, il y avait des médecins dans l'Antiquité qui n'arrêtaient pas de répéter que de tous les organes des sens, le nez, c'est le plus proche du cerveau et donc de l'origine du sentiment. Et après, on peut aller jusque Rousseau qui disait que, de l'imagination et du désir, l'odorat ébranle le psychisme plus profondément que l'ouïe ou que la vue. Il semble plonger aux racines de la vie. Donc, il y a vraiment une grande ambivalence d'idées, de concepts autour de l'odorat et des odeurs depuis longtemps. Et après, brièvement, je trouvais ça intéressant un peu l'évolution de ce qui était vu comme élégant dans le fait autour de l'hygiène et de l'odeur de soi. Par exemple, là, Louis XIV, Marie-Antoinette, jusque Marie-Antoinette, les femmes, il fallait beaucoup se farder, on était très parfumés, c'était la toilette sèche. Et après, vers le 19e, ça a complètement disparu. Il y avait un interdit autour du maquillage et le parfum devait être très discret. Donc le bon goût, il interdisait le parfum à la jeune fille. Sa pudeur s'accommoderait mal de cette indiscrète sollicitation qui pourrait révéler trop crûment ses ambitions sur le marché matrimonial. Ok. Wow. Attends, là, c'est encore plus sympa. Là, vous allez aimer cette phrase. Point n'est besoin de masquer, fût-ce le plus légèrement, les effluves qui émanent du corps gracile dont le sperme masculin n'a pas encore gâché le cachet olfactif. Au secours. Donc, attends, là, c'est encore mieux, je crois. Là, c'est la tendre odeur. Je t'achève. La tendre odeur de marjolaine que la Vierge exhale est plus douce, plus enivrante que tous les parfums d'Arabie. Voilà. Pareil, hyper ambivalent ça va contre la pudeur et en même temps, en fait, on sent tellement bon comme vierge que c'est ça qui va. Oui, il faut préserver son odeur de vierge. Ouais. Et donc, il y avait eu à cette période vraiment une plus grande sévérité autour des odeurs acceptées. Donc, il y avait un rétrécissement de la gamme et de la surface des objets porteurs de parfums. Donc, après, il fallait juste les mettre pas sur soi, mais sur des linges, sur le mouchoir. Waouh, c'est fou toutes ces réglementations autour de l'odeur. Ah oui, ce livre, c'est vraiment fou. Là, je vous parle vraiment que des trucs autour de l'odeur, mais il y avait vraiment plein de trucs aussi autour du bain. Combien de fois on avait le droit de se baigner C'était... on se dit, on a vraiment on a vraiment imaginé plein de règles absurdes et tu dis, je sais pas, dans 100 ans, 200 ans, qu'est-ce qu'on regardera de ce qu'on faisait maintenant en se disant, on est vraiment à l'ouest. Après, maintenant, on se lave trop. Je pense qu'on a tendance à trop se laver. Et ça, on s'irrite la peau, c'est pas si bien. J'ai fait le test, là, il y avait des travaux dans la salle de bain, j'étais assez réduite en douche, et finalement, ça change rien de moins se laver. Ça, c'est ce dont on parlait en intro, c'est que vrai, on est dans une société, là, dans une période assez hygiéniste où il faudrait, et en tout cas avec une vision, j'en sais rien, je m'y connais pas, mais une vision il faut pas sentir, il faut rien sentir, ou se conformer à des odeurs un peu standards et où vraiment le fait de se doucher souvent, de pas sentir, c'est très mis en avant, quoi. Et ouais, donc je repars un peu sur les délicates senteurs qui signent l'image d'un corps diaphane que l'on voudrait simple, reflet de l'âme. Qu'est-ce que je peux vous dire encore comme phrase je vais faire toute une partie sur le parfum. Sur le parfum Ah oui, il faut que je me calme. Tu peux, en tout cas, il y aura des ponts qui sont faits avec ta partie, donc je te laisse finir. Mais... après, oui, il y avait une dernière. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que l'historien, il a pu retracer un peu la
description de l'odeur, un peu grâce au comment les odeurs étaient décrites dans les romans. Donc, il dit que Baudelaire, ça a été un peu la transition vers des odeurs un peu plus... où finalement, l'odeur vraiment du corps, de la chair, elle était... Il y avait vraiment une bascule dans la description de ce qui sentait bon et de ce qu'on avait le droit de ce dont on avait le droit de parler. Et donc, il y avait beaucoup de trucs autour de l'odeur du corps aimé dont on parlait beaucoup. Maintenant, on en parle peut-être moins. Et jusqu'à un point où trop en parler, c'était vu comme jusqu'à une espèce de fétichisme, un truc un peu névrotique. C'était quelque chose de difficilement avouable. Il y a des textes qui décrivent des comportements de personnes qui sentaient un peu nerveusement les vêtements, ou qui parlaient il y avait des correspondances de gens qui parlaient de l'odeur de l'être aimé, et c'est des envolées lyriques sympas. Tu te dis, je suis contente que ça existe. Mais jusqu'à aller vers, c'est un truc... Vraiment, ça va dans tous les sens. Hein. Il y avait un mec qui parlait de pratiques sordides, de renifleurs qui jouissaient à flairer des femmes déféquées. Et après... Bon, là, on va dans non, vraiment, ça va vraiment beaucoup plus loin, mais je trouve ça fou quand même, toute cette palette de comportements autour de l'odeur qu'on peut avoir. Ouais, il y avait des renifleurs, des voleurs de mouchoirs qui volaient les clientes des grands magasins afin de respirer quelques secondes l'odeur de leur nuque parfumée. Donc voilà à quoi ressemblait la France du 19e siècle. Trop intéressant. Si ça vous va, je propose qu'on termine avec ma partie également sur le parfum. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Du coup, je vais revenir pas revenir sur des choses que tu as dit, mais c'est bien en écho. Alors, pour vous raconter un peu ma vie, moi, j'ai rien vraiment de parfumé dans ma salle de bain, dans mes produits cosmétiques, en tout cas très peu, parce que il y a 8 ans, je suis devenue végane, j'ai eu une conscience écologique qui a grandi, et à ce moment-là, je me suis mis à avoir plus de produits zéro déchet, vegan, naturel. Voilà, ma salle de bain n'en est plus complètement composée, je suis un peu revenue en arrière sur ces exigences, mais je garde beaucoup de produits qui n'ont pas d'odeur, ce qui a quand même fait vraiment un avant-après avec tous ces produits cosmétiques sur le marché. Elles ont toutes pour la plupart, des odeurs hyper fortes. Et puis du coup, on a un mélange d'odeurs entre son shampoing et puis son gel douche et puis le parfum qu'on va peut-être mettre et ce qu'on se met sur le visage. Enfin voilà, donc ça, et notamment en tant que femme, même si en tant que mec aussi, avec ces déos Axe, j'ai l'image de déos hyper forts ou de parfums hyper forts. Mais voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ça me va bien d'avoir beaucoup moins d'odeur, surtout que ma peau n'aime pas trop le parfum, donc c'est super de l'enlever de la plupart de mes produits cosmétiques. Mais j'aimerais bien quand même avoir une odeur que je choisis au travers d'un parfum, parce qu'avec les produits cosmétiques, on peut choisir ses odeurs, mais potentiellement c'est un peu une accumulation d'odeurs qu'on n'a pas vraiment décidé peut-être à la fin de sentir tout ce mélange d'odeurs, quoi. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, bon, je veux un parfum. Et ça fait des années que je suis en quête d'un parfum. Et c'était très clair dans ma tête. Parce que moi, j'avoue, je flex un peu. J'aimerais bien faire des trucs d'œnologie, de goût et tout. Parce que c'était une blague avec Lovelah que j'arrêtais pas de dire que j'aimais les cafés, les chocolats et les vins qui avaient un goût rond. Et que j'arrêtais pas de parler de choses qui ont un goût rond. C'est hyper important et fort en moi. Et je sais que j'aime les vins qui sont ronds et épicés. Et le chocolat et le café aussi. Mais par contre, j'aime bien les vins blancs qui sont secs et floraux. Enfin bref, j'ai un peu des images. Et peut-être un peu pierreux aussi. Je sais pas. Enfin bref. J'ai pas tous les mots, mais en tout cas... Minéral. Non, mais je suis tellement... Minéral et fleuri. Voilà, c'est ça que je veux. Minéral et fleuri. Bon, j'ai pas tous les mots et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir le vocabulaire, mais j'aime bien un peu jouer avec la manière dont on parle de l'odeur. Et pour ce parfum, c'était très clair dans ma tête. Je voulais un parfum avec de la cardamome, du boisé et peut-être un agrume, genre du yuzu ou de la bergamote. Bon. Et du coup, je venais voir les vendeuses à Sephora avec cette envie où je leur disais, voilà ce que je veux comme parfum, je veux telle note. Et il faut savoir que moi, j'adore aller dans des parfumeries et même à Sephora, ils ont souvent, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai en tête, des personnes qui sont en formation pour être nées. Et en vrai, il y a j'ai eu
beaucoup de très bons conseils par des vendeurs, vendeuses de Sephora. Et je trouve que c'est toujours des micro-interactions trop passionnantes parce que vu que c'est quelque chose qui me plaît bien comme sujet, on a une discussion, je donne des idées, il y a un peu un boomerang. C'est un peu comme voir un libraire, une libraire qui, tu dis, j'ai bien aimé ce livre, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? C'est un peu la même image sur les parfums. Mais du coup, je leur amenais cette envie-là. Et à chaque fois, elle et il me proposaient des parfums dans le rayon des femmes, puisque je suis une femme, en tout cas, voilà. Et j'ai eu quelques parfums qui m'ont plu dans leur proposition et que j'ai porté pendant quelques années, mais ça correspondait jamais exactement à ce que je voulais. Et c'est pas étonnant parce que on en a parlé un peu des familles olfactives, avec le côté vert et tout. En fait, dans les parfums, il y a 7 familles olfactives qui sont traditionnellement très associées à des genres, en mode ça c'est masculin, ça c'est féminin et ça c'est neutre. Et du coup, dans ce qui est féminin, c'est le fleuri floral, ça c'est vraiment la senteur la famille de senteurs par excellence, un peu de la parfumerie. Donc voilà, toutes les fleurs qui sont très féminines. Il y a le chypre qui est aussi plutôt féminin. Alors c'est maintenant c'est un peu différent, mais à la base c'était de la mousse de chêne avec des notes fleuries ou fruitées. Ça, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à me l'imaginer en n'étant pas dedans, mais en tout cas ça c'est plutôt féminin. Après il y a le citrus hespéridé. Ça, c'est notes d'agrumes. Et ça, c'est plus vu comme neutre, donc et féminin et masculin. Et après, on passe dans les parfums, les senteurs masculines, où il y a le boisé, donc on se l'imagine bien, qui est traditionnellement masculin. Le fougère, alors à la base, c'était aussi un peu compliqué, avec aussi des notes de chêne et tout, j'ai pas trop compris, mais aujourd'hui, c'est plutôt des notes aromatiques, genre sauge, thym, romarin, des trucs comme ça. Et le dernier, cuir. Qui est aussi des fois appelé oriental. Alors, je comprends pas pourquoi c'est l'un ou l'autre. Le cuir. Ah oui, c'est moi qui sais pas dire les oui. Donc, cuir, c'est bois brûlé, goudronné, tabac, fumé. Enfin, voilà, toute ces catégories d'odeurs. Et en fait, moi, quand on regarde mon envie de parfum, en réalité, si on regarde ces familles olfactives, je veux un parfum masculin, puisqu'en fait, ce que je veux, c'est du boisé, de la fougère et du citrus. Donc, tu veux une balade en forêt. Bah oui, je veux une balade en forêt. Ça, c'est les notes de tête, ça? Mais c'est en tout, c'est les grandes familles olfactives qui après vont se retrouver en notes de tête, en notes de cœur. Enfin, après, il y a des mélanges qui sont faits entre ces familles olfactives. Mais du coup, si on mélange du boisé, du fougère et du cyprus, agrume, dans quel que soit où c'est dans les notes de tête, de cœur et tout, ça fait un parfum qui a beaucoup plus de chances de se trouver dans le rayon masculin, puisque j'ai 2 familles olfactives masculines et une famille neutre, quoi. Et masculine et féminine. Et ça, les vendeurs-vendeuses de Sephora, ils me faisaient pas passer de l'autre côté du rayon. Donc, j'étais là en train de dire quelque chose qui finalement correspondait beaucoup mieux à des parfums dans le rayon masculin. Et en fait, on s'entêtait à me proposer des parfums qui me correspondaient moins, du coup, potentiellement, dans le rayon féminin, quoi. Et notamment, moi, en fait, je déteste les parfums fleuris. Et en fait, souvent, même quand ils me donnaient des trucs qui étaient un peu boisés et tout, après, il y avait une énorme fleur hyper entêtante quand même, parce que c'est un parfum féminin. Et moi, l'énorme fleur, elles me faisaient chier, quoi. Tu l'as coupé, la fleur. C'est ça. Et en fait, du coup, j'ai eu un aha moment. Donc un moment un peu où j'étais en mode une expression anglaise, en voyant une vidéo une épiphanie, oui, c'est ça. J'ai eu une épiphanie en voyant une vidéo de Colline, qui est une youtubeuse qui est une youtubeuse depuis très longtemps, qui parlait de ses favoris, comme elle fait souvent, et en fait elle parlait d'un parfum masculin qu'elle s'était acheté, où elle parlait des notes, je sais plus très bien, mais qui correspondaient assez bien à ce que je voulais, et elle faisait un tout petit laïus, un peu en mode moi je trouve que c'est con ces histoires de parfum masculin féminin, je l'aime bien, et puis voilà, quoi. Et c'est pas comme si, j'ai pas l'impression d'être la meuf la moins déconstruite, je sais pas, c'est pas comme si j'étais là en mode non, je ne peux absolument pas porter un parfum masculin, mais juste j'y avais jamais réfléchi, quoi. J'étais vraiment en mode, je sais pas, je suis une femme, je vais dans ce rayon. Et puis en plus, les vendeurs-vendeuses m'amènent encore dans ce rayon et ne me font pas voir ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça, quoi. Et du coup, après, en fait, en m'intéressant plus aux parfums, notamment, je regardais beaucoup les stories de ma photographe, Maëlys Ivanaïs, qui, à côté d'être photographe, s'intéresse beaucoup aux parfums. Je me suis rendu compte que les gens qui s'y intéressaient vraiment étaient beaucoup moins dans ces normes traditionnelles qui tendent aussi à évoluer du masculin-féminin, et que elle jouait très bien. Elle prenait des parfums dans les 2 rayons et qui sont aussi entre, unisexe ou voilà.
et que elle jouait vraiment avec toutes ces odeurs et que j'étais là en mode ah mais moi aussi quoi. Mais il y a un peu ce truc de les vrais parfumeurs, enfin les marques qui sont vraiment des parfumeurs et Ouais. pas juste des marques de luxe, de luxe, de couture qui font des parfums. Ils font des parfums unisexes Oui. de base. Enfin, ils font aussi Oui. certains qui sont plus femmes ou hommes, mais l'artisan parfumeur ou même Oui. moi mon parfum c'est Maison Matine. Ils font aussi des parfums qui sont unisexes parce que ça a pas de sens en fait quand on est dans vraiment la parfumerie quoi. Bah en fait ça a changé, c'est que traditionnellement il y avait ces codes très très genrés dans la parfumerie. Et j'ai lu un article que je vous mettrai sur les millennials qui ont été ceux qui ont vraiment la génération qui a amené du mouvement dans le monde de la parfumerie et où on va progressivement vers des parfums de plus en plus unisexes aussi parce que ça correspond à des aspirations sociétales de potentiellement plus de fluidité, en tout cas de pas être obligé. Surtout que je disais un truc sur le fait qu'en fait ces goûts en termes d'odorat, souvent on les a depuis toujours et ils changent pas tellement. Donc en fait un peu en mode tant pis pour moi que ce que j'aime c'est le boisé et le fougère et les agrumes parce que du coup on a décidé que c'était des parfums pour mecs mais alors que moi c'est vraiment mes goûts en termes de parfums quoi. Donc il y a des choses qui changent et du coup il y a des marques effectivement qui vont vers de plus en plus de parfums unisexes. Et c'est intéressant, je trouve l'ambivalence énorme avec mon nouveau parfum parce que du coup j'ai eu un premier, à partir du moment où j'ai compris qu'en fait ce qu'il me fallait c'était un parfum masculin, je l'ai dit à une vendeuse Sephora, j'ai dit en fait voilà, j'ai amené ma demande et j'ai amené un cadre en plus, je veux tel parfum et je veux un parfum masculin. Bon, je suis tombée par hasard sur une vendeuse qui était vraiment elle-même adorait les parfums masculins, on avait plus que des féminins et qui était assez jeune et qui du coup m'a vraiment amené dans ses rayons tout naturellement. Elle l'aurait pas fait si je lui avais pas demandé, mais une fois que je lui faisais cette demande, c'était tout naturel. Je l'ai refait il y a pas longtemps avec une femme qui était bonne commerciale, donc elle voulait pas me dire mais n'importe quoi, mais que je sentais beaucoup plus mesurée et moins enthousiaste dans oui bon c'est quand même assez masculin, mais tenez. Ça sent quand même la bite, madame. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que si vous voulez ça, et je la voyais beaucoup plus gênée, donc j'étais là. Heureusement que ma première expérience a été encore plus enthousiaste parce que c'était très agréable. Donc voilà, j'ai eu un premier parfum qui est le Kenzo Marine Homme, qui a en vrai un design qui est quand même assez peu marqué. Enfin, c'est écrit homme, mais à part ça, dans le titre comme dans la manière à quoi ressemble le parfum, c'est pas hyper genré. Mais là, je vais avoir un nouveau parfum parce que du coup, je voulais quelque chose d'autre. Je voulais voir cette femme qui était un peu en mode oui, bon, je vais bien répondre à sa demande, mais bizarre. Et du coup, je vais avoir un parfum qui s'appelle Gentleman Society. Et là, avec l'écran de parfum, il est noir, avec une sorte de X. Enfin, c'est Givenchy, donc le signe de Givenchy au milieu, et c'est vraiment très masculin. Et en même temps, j'ai regardé la pub autour de ce parfum. Bon, la tête du parfum, en plus, c'est un chanteur que j'aime bien qui s'appelle, je le dis en français, Benjamin Clementine. Voilà, qui est vraiment un mec, mais qui a quand même des traits très fins et tout. Enfin, voilà, qui n'est pas une expression de la masculinité non plus complètement stéréotypée. Et dans l'image vraiment du produit, il y a aussi un mec derrière qui a des cheveux longs, qui a des traits assez androgynes et tout. Donc voilà, on voit déjà qu'il y a une sorte de petite envie de quand même se dire bon, on va quand même représenter à minima plusieurs types d'hommes, voilà. Et après j'ai regardé ce matin la pub et dans la pub il y a 2 femmes qui sont présentées sans maquillage et un peu boyish parce que quand même faudrait peut-être pas montrer des femmes trop féminines quoi, je sais pas. Mais du coup il y a une sorte de groupe d'hommes avec je sais pas, peut-être il y a 6 hommes et 2 femmes, mais on sent quand même cette envie, en tout cas cette transition, même c'est chez les marques de luxe qui font de la parfumerie comme Givenchy, d'être là en mode bon, ça commence quand même à changer et on se rend bien compte que même si ça s'appelle Gentleman Society, que l'écran est noir et genre bref, c'est très masculin, en fait il y a quand même des petites touches un peu subtiles de si les meufs en ont envie, pourquoi pas quoi. Donc voilà, je trouve ça marrant, on en est et je suis contente de ce chemin. Enfin bon, c'est pas un sujet majeur de quel parfum je mets, mais il y a quand même une sorte de petite pas transgression, mais je sais pas, il y a quand même un truc de liberté de prendre un parfum qui est pas l'odeur qu'on aurait en tête en voyant une femme devant soi et que enfin c'est chouette de se prendre cette liberté de jouer un peu avec des codes qui en plus on l'a vu tendent à ne plus trop être aussi présents qu'avant quoi.
Et voilà, de se donner de la liberté de sentir autre chose. Bon, pour l'instant, j'ai pas rencontré de nouvelles personnes depuis que j'ai ces parfums. Donc, je sais pas, j'ai personne qui était là en mode trop bizarre. Enfin bref, je pense que je voudrais pas être avec un mec notamment qui trouve ça chelou que j'ai une odeur masculine, enfin plus masculine, je sais pas, mais. Mais du coup, bon. tes amoureux, ils étaient pas perturbés par ces changements d'odeur? En tout cas, ils m'ont rien dit. Donc, faudra les interroger. Mais c'est vrai que je devrais poser la question. Bon, il écoutera le podcast à mon petit amoureux grec et à l'autre aussi. De si ils ont vu qu'il y avait un changement et si ça a créé quelque chose en eux ou pas. C'est vrai que j'ai pas la réponse. Parce que moi, pour le coup, quand j'ai commencé à remettre du parfum, parce qu'avant, je mettais un Kenzo, j'ai arrêté pendant des années. Et là, du coup, j'ai cherché l'année dernière un nouveau parfum parce que j'avais envie d'en avoir un. Et du coup, j'ai trouvé Maison Matine. Et j'étais vraiment en mode, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que ça me correspond? Parce que je me dis, c'est quand même perturbant d'avoir un changement d'odeur majeur, enfin, de rien à un parfum. Et pareil, du coup, moi, mon copain, il a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a porté pendant des années un parfum auquel je l'associais vachement. On avait ce truc quand on vivait à distance j'avais son t-shirt avec son parfum, etc. Et maintenant qu'il a plus de parfum, je suis vénère quand il met du déo, parce que du coup, je sens l'odeur du déo au lieu de sentir son odeur à lui. Je me suis vraiment habituée à... Enfin, je pense que ça peut vraiment perturber les personnes avec qui tu es en couple, quoi. Ce changement d'odeur, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui, ça fait partie de l'identité. Ouais. Non, mais c'est clair. Du coup, je vous ferai un suivi. J'ai pas eu cette discussion avec mes amoureux, c'est vrai. Donc, je pourrais leur demander. Voilà. Bon, si on n'a rien de plus à se dire, on aurait plein de choses à se dire, mais on peut peut-être terminer cet épisode. Ouais. Bon, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des likes, mettre des commentaires. Vous pouvez mettre un petit cœur sur Spotify, par exemple. Si vous avez écouté au moins 3 épisodes du Bisoudrome, vous avez accès à cette fonctionnalité et ça nous donne de la force. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, je crois, sur Spotify. Vous pouvez mettre sur Podcast Addict aussi. Sur Podcast Addict aussi. Sur YouTube. Parce que sur YouTube, les rares fois, on a des commentaires. C'est jamais ce qu'on veut. Donc, voilà, vous pouvez venir nous mettre des commentaires qui ont vraiment un rapport avec la vidéo. Ce serait chouette. Voilà. Si vous voulez nous parler, on a le Instagram du Bisoudrome. Et pour Lovela et pour moi, on a aussi des Instagrams personnels où vous pouvez slide dans nos DM. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Bon, je pense Quel parfum vous mettez? Ah ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il faut faire des call to action. Quel parfum vous mettez? Non, en vrai, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que vous aussi, vous mettez des parfums qui correspondent? Est-ce que vous en mettez? Est-ce que vous en mettez qui correspondent à votre genre? Voilà. Ou est-ce que vous allez plus vers des parfums unisexes ou de l'autre genre? Est-ce qu'il y a des mecs qui mettent des parfums féminins? Parce que j'ai l'impression que c'est potentiellement encore une étape supplémentaire. Et il faudrait voir si dans les pubs, je suis pas sûre que dans les pubs de parfums vraiment pour meufs, il y ait quelques mecs qui s'incrustent dans le tableau, mais peut-être, il faudrait que je fasse une étude là-dessus. Bref, voilà. Et puis aussi, quel repas vous adorez cuisiner Oui. Ah ouais. Oui, votre le amoureux, goût. votre amoureuse. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous avez des enjeux avec les odeurs corporelles? Enfin, vraiment, que de questions. Bon, et puis d'ici la prochaine fois, Des bisous.